La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Jean Slavojic, merci. Vous êtes linguiste, professeur à l'Université de Bourgogne, agrégé d'anglais, éditeur notamment. Je crois que c'est vous qui avez d'ailleurs édité à l'intervalle le livre Cancel de Hubert. Vous êtes aussi critique de jazz, notamment l'auteur de Les moutons de la pensée, nouveau conformisme idéologique publié aux éditions du Cerf, et Le sexe de la langue, publié donc aux éditions Intervalle. Vous allez nous exposer, vous intéresser à la rhétorique de la cancellation, nous exposer les arguments idéologiques qui sont avancés au bénéfice de la cancellation, de l'interdiction, de l'effacement, de la réécriture des œuvres ou même de la langue, en proposant, je crois, un traversée critique des concepts mobilisés, celui d'appropriation culturelle, d'invisibilisation, d'inclusivisme. Après une avocate tout à l'heure, est-ce au tour du procureur? Je ne sais pas, mais je vous laisse 20 minutes d'exposer, après quoi je me permettrai de vous poser quelques questions. Merci en tout cas d'avoir accepté d'intervenir en clôture de cet après-midi de réflexion. Merci beaucoup, merci au public nombreux que visiblement cette thématique intéresse, parce que finalement elle nous intéresse tous et on a besoin de faire le ménage intellectuellement et avec des approches juridiques, littéraires. Moi j'aurais une approche plus épistémologique, plus sur l'analyse des discours idéologiques. À côté, finalement, je crois que ça s'est dégagé des discussions précédentes, à côté de la censure comme concept historique, où on songe aussi bien à l'Inquisition ou à des choses comme ça, peut-être que la notion de cancellation a sa place pour exprimer autre chose, et en particulier, ce dont je veux parler, ce sont des phénomènes comme ceci, où on va proposer de décoloniser les Lumières, où on va considérer qu'un discours auquel on s'oppose ne doit pas être débattu, où certains docteurs en sciences politiques proposent de retirer, d'interdire l'expression publique aux personnes de plus de 60 ans, mais le monde n'est pas prêt pour cela aujourd'hui, et c'est présenté comme une mesure progressiste, bien sûr, parce que les vieux pensent mal, c'est bien connu, ou un sociologue qui dit qu'il est contre le paradigme du débat, puisque pour moi ce qui compte c'est la justice et la pureté, ce n'est pas la loi, donc comme lui est pur, forcément les autres sont impurs, et le débat, je crois, effectivement, n'a plus lieu d'être. C'est au fond plutôt cela que je vais appeler cancellation, pour le distinguer de la censure. La censure, le censeur dans la Rome antique, c'est une fonction, c'est-à-dire qu'elle s'exerce au nom de l'État. Il est intéressant d'ailleurs que le mot renvoie plutôt d'ailleurs à la notion de jugement, pas nécessairement négatif et pas forcément de condamnation, même si c'est bien sûr un des sens qui s'est imposé. Cancellation, par contre, c'est l'origine, donc c'est le fait de barrer, de faire des petites barres comme une grille sur un texte, c'est-à-dire de l'effacer, en fait. C'est pas tout à fait le même acte. Je pense que la censure, d'une certaine manière, procède d'une évaluation, là où la cancellation est un acte d'élimination, d'effacement, et renvoie à cette pulsion d'interdiction évoquée par Agnès Tricouart, qui est, au fond, justement hors du cadre juridique, là où la censure accepte le débat, y compris au tribunal.
En fait, la cancellation, si on peut finalement utiliser ce néologisme, se distinguerait par son caractère non institutionnel, comme pratique d'indignation, de dénonciation, avec une volonté d'effacement et qui serait issue, au fond, d'une forme de lobbying. Donc, la cancellation, elle a, au fond, pour objectif aussi, on vient de l'évoquer de manière très nette, un degré supplémentaire par rapport à la censure, c'est la damnatio memoriae. Il ne faut pas que ça ait existé. C'est le principe du déboulonnage des statuts. C'est-à-dire qu'il faut effacer la trace même. Donc, on est dans une dimension particulière. Il y a une radicalité, au fond, de la cancellation comme néantisation d'une parole ou d'une personne. C'est là où il y a une originalité, d'ailleurs, du terme anglais, to cancel. C'est aussi bien une personne qu'une œuvre ou un discours. C'est encore plus large que la censure qui s'appliquerait finalement à une œuvre. Là, il s'agit aussi de ne plus parler de la personne elle-même, ce qui dépasse ce qui peut exister dans un cadre juridique. Et cette idée que, au fond, ce qui contredit une doctrine donnée doit être détruit, eh bien, ça commence notamment sur le plan intellectuel par, justement, la grande réflexion culturelle qui est emblématique dans cette ambition de démasculiniser les sciences humaines, décoloniser les Lumières, etc., etc. Donc, alors moi je vais m'attacher plutôt aux idées qu'aux œuvres, et notamment à envisager la cancellation comme substitution idéologique, voire scientifique, où justement le point de vue moral va l'emporter sur toute autre interprétation. Et l'ambition du militantisme de la cancellation, c'est de transformer un point de vue en vérité. Ça commence, je passe sur les exemples qu'on pourra analyser, hein. C'est comme le fait que ne pas être raciste puisse être considéré comme faux. C'est-à-dire que c'est établi juridiquement qu'on est forcément raciste. Bon, ça c'est un règlement qui vient d'être promulgué en Californie. Et donc, ce qu'on constate dans le discours idéologique qui va accompagner la cancellation, c'est la mise en œuvre d'une mise en conformité, au fond, du discours théorique. Hein, c'est ce que dit Jean-Pierre Fay, faire coïncider le discours théorique avec la narration même. Donc, on va modifier tout simplement l'histoire. J'en donne un exemple parce que l'écriture inclusive en est emblématique. Avant l'écriture inclusive, c'est lié. On va inventer une histoire alternative. Le fait, par exemple, ça c'est une économiste, je crois, qui dit qu'on n'a pas inventé les valises à roulettes parce que sinon ça aurait vexé les hommes, et donc les valises à roulettes ont un pouvoir émasculateur, et c'est pour ça qu'on ne les a pas inventées plus tôt. Bon, c'est un raisonnement un petit peu aberrant de se demander pourquoi quelque chose n'existe pas, de ne pas prendre en compte aucun facteur économique, technologique ou autre, et appliquer une causalité comme ça, téléologique, où on a la conclusion dès le début. Mais c'est un modèle d'argumentation conjecturale, c'est-à-dire qu'on va s'inventer une probabilité, donc c'est parfaitement anti-scientifique de dire ça, c'est pas la méthode historique, mais ce discours-là va être très doxique. Il va avoir un potentiel d'acceptation énorme, parce que la force d'adhésion éthique qui porte ce discours, c'est ça qui va le rendre acceptable. Parce que c'est pour la bonne cause, en gros, la défense de l'égalité homme-femme, eh bien, on peut raconter n'importe quoi. C'est ce qui est le propos de l'écriture inclusive, qui va inventer une histoire de la langue, et aller jusqu'à, ça c'est un
un exemple fameux où on va inventer une valeur aux prépositions pour dire que aller chez le coiffeur, c'est sexiste par rapport à aller aux putes, parce que ça manque de respect vis-à-vis de ces dames à cause de la préposition au. Il me semble que c'est plutôt le registre du mot pute que la préposition qui implique de la péjoration, mais c'est donc un raisonnement assez aberrant, hein. Et du coup, pour construire ce raisonnement, il faut dire que au marque l'irrespect et que chez marque le respect. Peu importe que coiffeur soit pas une personne mais un commerce, peu importe qu'il n'y ait absolument aucune donnée, peu importe qu'on mette en rapport des locutions de manière totalement arbitraire, au fond, ce qui compte, c'est de construire cette idée d'une injustice et de dénoncer, bien sûr, cette injustice. Donc comme si aller aux champignons ou au sport d'hiver marquait de la péjoration, les champignons. Bon, drôle de raisonnement, mais qui s'autorise de sa démarche féministe. Sauf que le féminisme n'est pas une discipline scientifique, c'est une cause, c'est un discours, d'ailleurs fort mal défini, ça peut vouloir dire plein de choses selon les personnes, mais surtout, ça ne peut pas être un cadre a priori d'analyse des faits grammaticaux. D'ailleurs, l'idée même d'une grille de lecture contrevient à la démarche scientifique, mais on plaque une interprétation symbolique. Sauf que cette interprétation, et celle-là est absurde, tout le monde le voit, elle est absurde, mais bon, une interprétation, c'est pas un fait objectif. Alors, l'étape suivante dans la cancellation, c'est que ça devienne la doxa, c'est que ça devienne la vérité acceptée. C'est là où les bons sentiments se substituent au bon raisonnement, et qui vont servir, comme le disait Jean-Pierre Faye, de masque pour dissimuler les bas intérêts. Ça se concrétise tout simplement ensuite par le fait qu'on va interdire des textes qui ne pratiquent pas l'écriture inclusive, par exemple. Donc on voit bien comment je passe surtout la description des défauts du raisonnement de l'écriture inclusive, avec des métaphores comme l'idée d'invisibilisation, de masculinisation. Méthodologiquement, ce sont des aberrations du point de vue de la linguistique, sans parler des mensonges historiques. Ça, c'est dans mon bouquin Le sexe et la langue que vous en trouverez la description. Donc, on a une espèce de construction idéologique qui devient une espèce de norme, devenant la norme, ou ambitionnant de le devenir, définit une orthodoxie, et donc une hétérodoxie. Et ça veut dire que cette interprétation symbolique devient obligatoire. Il faut interpréter l'écriture, l'orthographe de cette façon. Cela aboutit en fait à un changement des critères de rationalité au fond, et cette distorsion va se retrouver par exemple, toujours dans l'inclusivisme, dans l'idée, ça c'est une linguiste qui promeut la post-linguistique, et donc sa thèse c'est que si on définit les langages non humains à partir des spécificités du langage humain, et ben on va exclure les plantes de la définition du langage, ce qui est scandaleux parce qu'elles communiquent. Et en fait, on ne voit pas pourquoi les plantes seraient vexées qu'on ne dise pas qu'elles ont un langage, et elles développent l'idée donc que la pollinisation est une forme de communication. Alors, c'est pas ce qui définit le langage. Ce qui définit le langage, c'est autre chose. C'est notamment le factum linguarum, le fait qu'il existe des langues, qu'il existe des registres, qu'il existe la reformulation, l'apprentissage, les langues secondes. Tout ça, c'est constitutif de la pratique des langues. A priori, la pollinisation n'est pas de cet ordre. Elle décrit comment... mais il y a échange de composés volatiles, donc ça communique.
à ce compte-là, toute forme de contact va devenir une communication. Pourquoi ne pas proposer à ce moment-là, si tout contact est de la communication et toute communication du langage, qu'à l'instar de la pollinisation, l'éjaculation soit une forme de communication, donc du langage. Elle est aussi dans le post-porn, hein, c'est pour ça qu'elle va dans ces distinctions, et surtout, son discours relève d'une démarche retorse. Il faut changer notre définition du langage pour qu'il puisse s'appliquer aux plantes, sinon elles sont exclues de la définition du langage. C'est très circulaire, mais surtout, tout cela ne repose au fond que sur la volonté de transformer ces définitions pour que ça corresponde à des principes idéologiques. Et on aboutit à une pensée magique, une pensée animiste ou qui relève quasiment de la doctrine théologique. Et alors, évidemment, on peut en discuter, sauf que non, on ne peut pas en discuter dans cette logique-là, puisque on va remettre en cause, grâce à une parade rhétorique imparable, le fait que l'épreuve, la démonstration, l'objectivation, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur, puisque ce qui compte, c'est le ressenti. Donc, si c'est le ressenti, alors Walter Mignolo est un des grands penseurs décoloniaux et qui oppose donc la distinction, la hiérarchie européenne entre connaissance, rationalité et ressenti, émotion. Donc, en fait, c'est lui là qui recrée le mythe du bon sauvage intuitif, hein, et de l'Européen qui lui serait rationnel. C'est une caricature qu'il produit lui-même en voulant la dénoncer. Et ça a des répercussions, puisque de nombreux universitaires postcoloniaux vont dire que la scientificité même, c'est un truc de blanc, c'est un truc d'européen, et donc qu'il faut revaloriser le point de vue des dominés.e.s dans la production du savoir. Prétendre à l'objectivité n'est pas à la portée de n'importe qui, ça dépend de conditions sociales qui ne sont pas distribuées également entre les chercheurs et les chercheuses, etc. Certains points de vue socialement légitimes et dominants. Bref, la scientificité, désormais, dans ce genre de cadre idéologique, devient se met à dépendre en fait des personnes. Il y a une profonde confusion, au fond, entre la science, c'est-à-dire des contenus intellectuels, des propositions, et des personnes. C'est substituer à l'épistémologie une forme d'intimidation identitaire. Hein. Il faut valoriser les dominés. Et qui en décide, eh bien, justement, c'est ce qui est l'objet de ce texte. Hein. Il faudrait donner accès à l'objectivité. C'est une phrase qui ne veut rien dire. L'objectivité, ça ne relève pas de l'accès, mais légitimer comme savoir, on voit qu'il y a une ambition sociale qui ne repose plus du tout sur des raisonnements scientifiques. Donc c'est la définition, au fond, d'une forme d'hostilité sociale, mais ça n'est pas la définition d'une épistémologie. Ça ne peut pas être le cas. De fait, confondre le champ scientifique avec les propositions scientifiques, ça n'est pas sérieux. Et la démonstration objective que l'objectivité n'existe pas, je crois que c'est une aporie, et que si on prenait ça au sérieux, eh bien, puisqu'on ne peut plus rien démontrer, à ce moment-là, il faudrait que tout le monde se taise, puisqu'un point de vue vaut un autre et que c'est indémontrable. Mais surtout, il y a des confusions sur la notion d'objectivité, qui n'est pas une attitude psychologique personnelle, c'est en fait une propriété argumentative des discours. Donc une proposition ne dépend pas de la personne qui l'énonce. Et cela aboutit, au fond, à délégitimer l'idée même de rationalisme, de rationalité. D'ailleurs, on ne dit pas rationalité, on dit rationalisme, et on dit que être rationaliste, c'est être militant. Ça, c'est le discours qui va délégitimer donc toute démarche scientifique, mais qui ne s'autorise au fond que de mots à connotation négative. Hein. Soudain, la seule démonstration consiste à dire « Ah, c'est du rationalisme et pas de la rationalité ». Bon. Un jeu de mots semble y suffire. Ce qui m'amène
une dérive justement de la cancellation, c'est le décret interprétatif. C'est que ces discours, au fond, ne s'autorisent que d'eux-mêmes. Voilà, par exemple, dans Capitalisme et schizophrénie, 1000 plateaux, on a Deleuze et Guattari qui nous expliquent que la grammaire, une règle de grammaire, c'est un marqueur de pouvoir, avant d'être un marqueur syntaxique. C'est une absurdité totale, ça ne veut rien dire. L'idée que le linguiste a beau se réclamer de la science, rien d'autre que la science pure, mais ce n'est pas le linguiste qui invente la grammaticalité, c'est une propriété des langues. Et que je sache, il met les mots dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à sa dénonciation de la syntaxe. Et confondre la hiérarchie avec un pouvoir politique, c'est proprement une aberration. Mais ce genre de décret qui n'est démontré par absolument rien, là il n'y a pas de données, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a que des formules un petit peu de mise en équivalence. Le modèle scientifique ne fait qu'un, mais ne faire qu'un, ça veut dire quoi? C'est avec le modèle politique. Bon, et employer des mots comme homogénéisé, centralisé, standardisé, c'est utiliser des connotations des mots. Ça ne décrit absolument aucun phénomène. Le prototype de ce décret interprétatif, c'est évidemment Roland Barthes disant que la langue est fasciste, mais ayant dit cela, il continue, je crois, d'utiliser la langue et sur des centaines de pages. D'une certaine façon, la posture dénonciatrice vaut mieux que la logique ou la scientificité de ses propos. C'est ce que le philosophe Jacques Bouvres appelle l'abus des belles lettres dans la pensée, et il oppose d'ailleurs d'une manière assez fine le philosophe écrivain et le philosophe analyste. Le philosophe écrivain, lui, il aura toujours raison, puisqu'il a cette espèce d'élan lyrique qui tient lieu de démonstration. Alors, évidemment, cet élan lyrique s'autorise avant tout du fait qu'il se présente comme justice. Un philosophe derridien me disait récemment, la déconstruction, c'est la justice. Bon, là encore, c'est un décret infalsifiable, comme on dit en épistémologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas prouver que c'est faux, on ne peut pas non plus prouver que c'est vrai. Mais c'est le genre de formule qui montre le danger de la sloganisation des discours, de la grandiloquence aussi stylistique, ce que Jean Kelevitch appelait le pédantisme métaphysique, et c'est un danger qui repose, en fait j'étais trop ambitieux, je n'ai pas pu parler de tous les procédés rhétoriques qui sont nombreux, mais qui repose notamment, j'y ai fait allusion sur la modalité déontique, la modalité déontique c'est le fait de devoir, et que tous ces discours ne disent rien d'autre que « il faut » au fond. Partant de ce « il faut », eh bien, il procède à une mise en opposition, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs finalement dans les deux conférences précédentes, c'est que à la fin chacun s'oppose, et quand on s'oppose on n'écoute pas l'autre, et ça prend la forme d'une figure rhétorique qu'on appelle l'apodioxie, c'est le fait de ne pas vouloir adresser la parole à l'autre parce qu'il est l'autre et qu'on lui est supérieur, et ce sont au fond ces phénomène de décret interprétatif et d'apodioxie, des procédés verbaux totalitaires. Ce sont des coups de force rhétoriques qui procèdent, c'est vrai qu'on a parlé d'intimidation, oui, la cancellation procède par intimidation beaucoup plus que au fond par une voie légale, et sauf que ça a des
des conséquences tout à fait concrètes. Ça va être Georges Elias Sarfati, le linguiste qui se fait tabasser à Clermont-Ferrand par des militants. C'est Céline Masson et Caroline Eliatchev qui sont empêchés de faire des conférences, etc. C'est-à-dire que la cancellation, en fait, son processus, c'est celui-ci, c'est-à-dire que elle propose au fond d'abord une interprétation, hein, dire tiens, le français c'est de la masculinisation, le décolonialisme c'est une interprétation, ça c'est la phase doctrinale, c'est-à-dire on va dire tiens, qu'il y a une colonialité du savoir, voilà, ça c'est le binarisme qui va opposer deux interprétations. Sauf que ce binarisme, il dégénère en manichéisme, c'est-à-dire qu'il va s'imposer comme une norme morale, et partant de là, on en arrive à ces effets concrets sociaux. C'est une polarisation qui est de nature métapolitique, c'est-à-dire qu'on va organiser le champ de la politique en gentil et en méchant, en ami et en ennemi, et on va construire au fond la possibilité d'ostracisation et d'exclusion. Typiquement, l'inclusion, quiconque n'est pas d'accord dans sa phase finalement doctrinale, l'inclusion, pourquoi pas, mais à partir du moment où elle devient une doxa, elle devient une obligation et génère évidemment de l'exclusion. C'est le parcours au fond auquel on assiste, et justement, récemment, François Astier, le grand linguiste, sortait Petite mystique du genre, et une journaliste à qui on avait adressé le livre nous dit que ce livre est une insulte pour la recherche actuelle. Et elle bloque évidemment toute recension du livre. Elle va le délégitimer, le diaboliser, alors que, bon, l'œuvre scientifique de François Astier résiste, me semble-t-il, à ce genre de diabolisation. Donc ce qu'on voit, je finis avec ça, c'est que de la valise à roulettes ou à la syntaxe comme pouvoir, au fond, les discours idéologiques, ils inventent quelque chose d'alternatif, mais ils veulent l'imposer. Et ces décrets se gonflent de leur importance, utilisent l'argument d'autorité, ils jargonnent, et ils menacent d'excommunication. On est menacé d'être infréquentable. Et justement, accepter cette logique-là, c'est se soumettre à leur force, c'est refuser de penser par soi-même, c'est pencher du côté de ce qui est le plus en vogue, le plus facile, ce qui pose le moins de problèmes. Et effectivement, les dérives idéologiques actuelles, au fond, je pense que ça... Je vais conclure en disant ce qui a été dit dans les deux précédentes conférences, c'est qu'il y a une pétrification interprétative et qui cherche à s'imposer pour réduire un texte, une œuvre, à une thèse, pour ramener un phénomène grammatical, par exemple, à une symbolique qui a été décidée par les militants. Alors, ce sont des interprétations du monde qui veulent s'imposer comme uniques, comme indiscutables, et indiscutables au sens propre, c'est-à-dire dont on n'aurait pas le droit de discuter. Et cette dogmatisation va construire en fait des polarités, va construire un adversaire qui devient un opposant et, dans sa phase ultime, au fond, un ennemi. Donc la cancellation, c'est ce processus qui instaure l'hostilité et l'adversité comme principe argumentatif, au fond. Et c'est pour ça que je conclus avec les paroles de Humpty Dumpty, c'est effectivement savoir qui décide de la valeur et du sens des mots. C'est ça qui définit qui est le maître, et c'est ça qui est susceptible de définir un nouvel ordre moral. Je vous remercie. Merci Jean Slamovitch pour, je ne sais pas si c'est un procès à charge, en tout cas assez critique sur la cancel culture. Je voudrais me faire un instant l'avocat du diable, si je puis dire, et vous soumettre juste 3 questions toutes simples, qui me semblent
méritée, puisque vous appelez à la discussion et non pas à la diabolisation de l'ennemi, mais qui me semble quand même des requêtes philosophiques qu'il faut au moins considérer. J'en donnerai 3. Vous avez commencé avec une citation qui disait « Decolonizing the Enlightenment », décoloniser les Lumières. Il y a le plus grand représentant des Lumières pour lequel on a tous, en tant que philosophe, une admiration infinie, Emmanuel Kant. Eh bien, Emmanuel Kant, dans son anthropologie, considère qu'il est évident, je cite, que la face simiesque des Noirs atteste du fait qu'ils sont plus proches de l'animalité que les Blancs. Eh bien, ce propos d'Emmanuel Kant, sans doute le plus grand représentant de ce qu'on appelle les Lumières, mérite, à mes yeux, de faire l'objet d'une décolonisation ou d'une déconstruction. Et il me semble que dans l'enseignement des Lumières, on peut décoloniser Kant, c'est-à-dire ne pas prendre pour argent comptant ces propos-là parce qu'ils sont émis par Kant. Première proposition. Deuxième proposition, vous aviez un deuxième slogan que vous trouviez insupportable, démasculiniser les sciences humaines. Alors, un autre représentant des sciences humaines, avec vous j'imagine, nous admirons tous, Lévi-Strauss, avait une définition qui fait sans doute encore autorité de la société, des sociétés humaines en général. Il disait des sociétés humaines, si on les rassemble tous, toutes, qu'elles sont fondées, qu'elles fonctionnent sur la base de l'échange des choses, des mots et des femmes entre les hommes. Eh bien, il me semble que cette proposition, la société est fondée sur l'échange des femmes, des mots et des biens entre les hommes, mérite de faire l'objet, sinon d'une démasculinisation, peut-être d'une déconstruction. Et ma troisième proposition sera plus linguistique, puisque vous connaissez bien la linguistique. Il y a une grande règle en linguistique, en français, qui dit « le masculin l'emporte ». Est-ce que, à vos yeux, cette règle grammaticale, linguistique, n'a aucun rapport avec la culture, je ne vais pas dire patriarcale parce que je sens que ce mot vous hérisse, avec une certaine hiérarchie entre les hommes et les femmes dans notre histoire? Est-ce que vous pensez vraiment que quand on dit qu'une blanche vaut deux noirs, c'est un commentaire social? Personne n'aurait l'idée d'en tirer un commentaire racial. Là encore, c'est masculin et féminin en grammaire, ça n'a absolument pas le même sens que au sens sexuel. Donc ça n'a évidemment, en plus c'est une règle qui... alors, il y a le sens du mot règle aussi. Une règle au sens scolaire, ce n'est pas la même chose qu'une règle au sens quelque chose qui est observable. Ensuite, l'emporter, est-ce que ça vous gêne que le pluriel l'emporte sur le singulier? Une domination. J'ai pas dit j'étais contre cette règle. Est-ce qu'elle a un rapport? C'est... une langue, c'est fait de milliers de phénomènes. Prendre la formulation historique d'une seule règle, d'une seule langue pour en tirer des conclusions sociales, c'est imaginer un pouvoir d'influence qui relève de la magie. Et justement, c'est la linguiste Marina Iaguello qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les fous du langage » et qui concerne justement le fait d'attribuer à la langue des pouvoirs magiques, de dire que, tiens, si on change la langue, tout d'un coup, on va atteindre le bonheur, on va atteindre l'égalité sociale, etc. C'est ça qui est absolument délirant, c'est de croire que modifier, déjà, de croire qu'on peut modifier la langue, à part sur des cas très très précis, mais de croire que ça va avoir un effet sur la rédemption du monde et de l'humanité. Ça, sur le plan scientifique, c'est absolument impossible de proposer ça. Et donc... aucun rapport, j'ai bien compris. Sur les deux premiers points, parce que j'aimerais bien que la salle puisse vous poser des questions. Il y a deux choses. Il y a le mot décoloniser, le mot
démasculiser. Il y a des exemples que vous avez donnés. On n'est pas sur le même plan. Ce que veut dire décoloniser, ça n'est pas la critique tout à fait fondée que vous avez proposée. Bien sûr que, en fait, vous avez employé, je crois, décoloniser et démasculiniser dans le sens bénin qui me convient, c'est-à-dire critiquer, examiner, réexaminer. Ça, c'est tout à fait légitime. La phrase de Kant, je ne demande pas qu'on l'examine avec des pour et des contre, je demande qu'on ne la propose plus comme une phrase philosophique. Mais ça veut dire, pour moi, ça veut dire décontrer. Est-ce qu'elle a une valeur? Non, elle n'a pas sa place dans un discours philosophique. Elle est un document sur un âge de l'esprit daté avec lequel la philosophie n'a plus aucun rapport. Bien sûr, mais c'est pas ça que veut dire décoloniser. Non, non. La théorie décoloniale consiste à postuler que nous vivons dans une structure coloniale. C'est tout à fait autre chose. Mais, et d'ailleurs, c'est un des points, c'est que selon le cadre, on va attribuer au mot décoloniser des sens très différents. Là encore, le sens que vous employez me convient parfaitement. Sauf que dans d'autres cadres, décoloniser, et c'est le cas en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, ça veut dire réserver des postes en fonction des races. Non, ça ne veut pas dire ça. Écoutez, ça existe. Ça, c'est la discrimination. Mais absolument. Mais ça s'autorise. On va venir aux questions après. Mais, donc, on a compris. Donc, sur Kant, bien sûr. Et sur Lévi-Strauss. Non, attention, ce qui est intéressant justement sur le plan de la rhétorique, c'est qu'on est d'accord avec le D, mais on ne sait le préfixe. Comme dans déconstruire, tout le monde veut bien déconstruire. Mais si déconstruire veut juste dire analyser et critiquer, tout le monde est d'accord. Sauf que les mouvements et les arguments et les discours dont ces termes sont en quelque sorte le cache-texte, ils sont très variés et ils peuvent être d'une grande radicalité. Donc pareil pour Lévi-Strauss, oui, bien sûr. Et encore une fois, il y a une historicité des discours, et si on se refuse à les analyser, et si on se refuse à analyser la distance qui nous sépare de ces propos, eh bien on retombe dans ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'effacement du fait que ces discours aient été tenus, ce qui ne permet pas de les apprécier. Et si on va dans cette logique-là, et c'est la logique du déboulonnage des statues, ça veut dire qu'il faut raser le château de Versailles parce qu'on n'est pas d'accord avec Louis XIV. Et de fait, c'est le propre de l'histoire que d'être différent. Enfin, comme le disait un auteur britannique, hein, the past is a different country, they do things differently. Hein, c'est un autre pays, le passé, on y fait les choses différemment. Donc, il faut prendre acte de cette distance pour l'apprécier. Et c'est le principe même, justement, de la pensée. Et c'est le principe même que refuse la cancel culture, qui fait comme si on était, en gros, comme si on pouvait réformer le passé dans le présent. Très bien. Merci de ces réponses. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des objections? Elles sont les bienvenues. Françoise, je reviens à toi, mais peut-être au fond de la salle, et puis je ne t'oublie pas. Deux questions. Là, on va peut-être prendre deux questions, et puis François. Oui, monsieur? Oui, quand Sartre disait celui qui n'est pas communiste est un chien, vous voyez, bon, je veux dire, et aujourd'hui on n'ose plus rien dire, alors on dit merci, ça veut dire va te faire foutre, la dame va me dire merci parce que je parle trop longtemps, on va me dire va te faire foutre. Après on dit plus femme de ménage, on dit technicien de surface, on dit plus pute, on dit travailleuse du sexe, bon, à quoi ça sert tout ça? Est-ce qu'on va pas vers une platitude et les gens vont ramper bientôt? Merci monsieur. Merci monsieur. Non, on va prendre plusieurs questions. Des exemples masculins, déjà, parce que là, c'est femme de ménage et pute, je pense qu'on pourrait parler d'autres exemples. Et après, ce que je voudrais, quand vous dites que le langage ne change pas, quand vous dites que le langage ne change pas, par exemple, sur la féminisation des noms de métiers, d'accord? Bon, c'est bien en fait une poussée de la société qui a fait qu'on revienne à ça. Même l'Académie française qui était contre a fini par dire ah ben oui, on peut peut-être mettre les noms de métiers au féminin. Donc ne dites pas que le langage ne change pas. Sous la pression, c'est politique le langage. Vous êtes traducteur, donc vous savez bien qu'on pense dans on parle pas de la même chose. D'accord.
Très bien. Bien sûr que la langue change. Attendez, il y a beaucoup de questions, on va en prendre plusieurs et on répondra. Mais on retient votre question, madame, vraiment, le langage évolue et le langage change. Oui. Le terme cancel culture est un terme évidemment problématique puisque c'est un terme lui-même qui juge. Cancel culture est formulé par les gens qui trouvent que ce mouvement de cancellation est négatif. Il n'y a qu'à penser que Donald Trump, il y a un an, a parlé devant un podium où il était écrit « America Uncancelled ». Donc Donald Trump représente l'Amérique qui n'est pas annulée. Donc c'est très clair ce que ça veut dire qu'il y a un mouvement politique dans la critique de cancel culture. Votre intervention, me semble, fait ressortir une dimension politique évidente. Vous semblez jeter à la poubelle toute la pensée française, ce que les Américains appellent les pensées françaises, Roland Barthes, Deleuze, Derrida, tout le monde. Et en même temps, mais c'est très intéressant parce qu'il y a quelque chose de positif. On parlait de positive intention tout à l'heure pour les auteurs. Moi, j'étais très content d'apprendre que l'Église a retenu les œuvres du Caravage dans les églises parce que son intention était positive, elle était conforme aux dogmes religieux. Donc ça éclaire très très bien la question de Claude Lévesque ou d'autres œuvres contemporaines. Mais donc dans cancel culture, il y a, c'est évident, il y a le féminisme, il y a tous les mouvements pour les droits sociaux, la non-discrimination, tout cela disparaît, et bien sûr tout le moment décolonial. Donc c'est problématique, mais vous semblez polariser les choses encore plus, même si votre analyse finale, qui est linguistique, est très intéressante, puisque vous montrez qu'on est en antagonisme dès qu'on est dans... Merci monsieur. Alors, on va peut-être répondre sur cette dimension politique, sur l'évolution des langues et sur, en général, la dimension politique du débat autour de la cancel. Oui, justement, votre intervention reprend ce que je disais, c'est que on va, bien sûr que cancel est un terme polémique, mais si là vous procédez à la polarisation, en gros, toute critique du mot cancel vous range dans un camp. C'est précisément ça que je décris, c'est la construction d'une métapolitique qui va organiser des adversaires et des ennemis, ce qui est bon, c'est un... Mais ça, c'est la nature des discours que j'étudie, c'est précisé. C'est ce que vous décrivez, hein, c'est qu'on va se servir de ça comme, voilà, comme construction de camp politique. Sur la langue n'est pas ce que vous croyez. Dire la langue évolue, c'est une évidence, elle évolue absolument à chaque seconde. La conscience qu'on a de la langue n'a rien à voir avec la langue. Sinon, il n'y aurait pas de linguiste, je serais au chômage. Si la langue avait l'évidence qu'on lui prête, en fait, il y a autant de rapports entre les discours sur masculin, féminin dans la langue que, je ne sais pas, votre intuition de votre squelette. Ça ne fait pas de vous un prof d'anatomie. Nous avons tous un corps, nous savons nous en servir, c'est pas pour ça qu'on sait comment il fonctionne. De la même façon, on a un avis sur la langue qui ne correspond pas au fonctionnement de la langue. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, à chaque centiseconde, il faudrait savoir comment fonctionne la langue. Et là encore, si on prend au pied de la lettre ces discours sur la langue, ça veut dire que dans les milliers de phénomènes, il n'y aurait que ce phénomène-là qui aurait une pertinence sociale. Ce qui est absurde, évidemment. La féminisation, enfin, c'est pas un terme très linguistique, je ne sais même pas ce que ça décrit d'ailleurs, et c'est un phénomène beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, comme l'est d'ailleurs, si vous voulez, la question du genre en langue, c'est un peu comme la question du nombre. Ce qu'on croit être le genre, ça n'est pas ce qui se passe dans la langue. De la même façon que le nombre linguistique, c'est pas le nombre mathématique. Hein. Donc, vouloir moraliser une interprétation qu'on fait de la langue, c'est effectivement le discours que j'analyse. C'est
déjà en linguistique, on ne parle pas de genre masculin, féminin, on parle de classe nominale. Et les classes nominales, dans les langues, il peut y en avoir une quinzaine, hein, c'est pas homme-femme, et ça ne recoupe pas ce genre de choses. Donc ce ne sont pas 3 phrases et un discours un peu schématique sur ce qu'est le masculin ou le féminin qui font la langue. C'est peut-être ce qu'on croit en personne. Sur la féminisation des métiers, on est quand même d'accord que ça obéit à une logique morale et politique. La décision de féminiser aujourd'hui toute une série de métiers, elle n'est pas le produit des structures objectives de la langue, elle est le produit d'une décision collective qui considère que les femmes doivent avoir des noms de métiers féminisés. Donc c'est une logique politique. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'usage, mais ben non, c'est-à-dire que... c'est pas un usage, c'est une décision. Non, il n'y a pas des décisions, il y a la plupart du temps, comment dire, le lexique, il évolue en permanence, et pas selon des normes idéologiques, selon des... Non, mais sur le cas particulier de la féminisation des noms de métiers. Mais c'est pas un problème particulier. Tous les mots obéissent à une multitude de facteurs et de contraintes qui justement ne relèvent pas du politique. On a une conscience de ça aujourd'hui sur certains termes, et certains termes, avouons-le, c'est une quinzaine de termes qui sont montés en épingle, et qui sont là encore polarisés. C'est-à-dire qu'en réalité, encore une fois, le discours sur la langue n'est pas la langue. Et ça, il faut bien le comprendre. Les mots ne sont pas les choses, les discours sur la langue ne sont pas la langue, et les représentations qu'on a de la langue ne sont pas la grammaire elle-même. Une autre question, monsieur. Mais bon... Madame, pardon. Merci. Mais c'est parce que votre voisin a pris le micro. Bonjour, moi j'ai juste une question, peut-être que du coup je ne comprends pas tout de bout en bout, mais à mon sens, pour qu'on exprime nos pensées, nos émotions, qui on est, on utilise notre langage, donc la langue, et donc aujourd'hui ça traduit quand même qui nous sommes, quand moi je m'exprime auprès de mon voisin, et ça traduit aussi tout ce qui se passe dans la société, effectivement du politique, etc. Et donc la langue et les mots ont leur importance, et il faut que ça évolue parce que ça traduit qui nous sommes, nos pensées, et potentiellement la société. Vous confondez la langue et le discours, mais dans ces cas-là, expliquez-nous, parce que ça prouve qu'il y a je ne peux pas vous faire tout un cursus de linguistique en 30 secondes en étant convaincant, mais s'exprimer, justement, c'est ce que font les locuteurs. C'est-à-dire que vous créez la langue à chaque fois que vous prenez la parole. Et c'est cette action-là qui fait évoluer la langue. Je sais qu'il y a une représentation où, en gros, c'est l'Académie française qui déciderait de la langue. Il y a une espèce de vision un petit peu créationniste de la langue, comme si elle avait été inventée par des gens à une époque et qu'on se la transmettrait comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. La langue, elle est produite par les locuteurs. Il y a absolument cette façon d'imaginer qu'il y a un enjeu politique dans la langue, c'est en fait reprendre les discours. Alors je suis d'accord, hein, il y a des gens qui vont dire il y a un discours conservateur par exemple sur la langue, et il y a un discours progressiste sur la langue, mais c'est pas un discours linguistique. Moi, c'est ça que je veux expliquer, c'est que ça n'est pas on parle pas des mêmes phénomènes. Et ça n'est pas un savoir sur la langue de dire ça. Oui, justement, on s'exprime, on choisit des mots, et on choisit les mots qu'on veut, et ce qui est constitutif des langues, c'est la synonymie et la plurisémie. C'est-à-dire que vous pouvez dire une chose de plein de façons différentes, et que je sache, l'État du français n'a pas empêché Simone de Beauvoir d'écrire ce qu'elle avait à écrire. Ce n'est pas la langue qui décide de vos opinions, la langue ne décide pas de votre pensée, la langue ne définit pas une idéologie, sinon ça voudrait dire que vous croyez que les peuples ont une idéologie qui correspond à leur langue. Ça, c'était une doctrine justement un peu raciste, par exemple, hein, consistant à dire que une langue peut développer, c'est des peuples arriérés, etc. Cette mise en équivalence d'un contenu de pensée avec la langue, avec des structures grammaticales, c'est parfaitement faux. On appelle ça le déterminisme linguistique, et ce n'est pas comme ça, là encore, que fonctionne la langue. Comme il y a beaucoup de questions, je vois Agnès, et puis on viendra à... Je ne sais pas si ça marche. Je vais vous raconter une histoire. Je suis avocate depuis 1989. Quand j'ai prêté serment,
on signait, on appelait les avocates les avocats, et on disait « mon cher confrère » à une femme. Nous avons été un certain nombre, non pas par, enfin moi par évidence, pas spécifiquement par je suis une femme, à chaque fois que j'ai une consoeur femme, je l'appelle ma chère consoeur. J'essaye de demander aux confrères de m'appeler ma chère consoeur aussi, parce que je suis une femme. Et je constate qu'il y a une très grande évolution dans le fait d'accepter aujourd'hui d'écrire avocat, avocate, si on le souhaite d'ailleurs, parce que moi je m'appelle plutôt avocat qu'avocate, mais je ne veux pas qu'on me l'impose. Et dénier à une langue figée qu'elle soit une violence quand on n'a pas le choix, me paraît invraisemblable. C'est ça le sens politique de la langue. C'est de donner le choix au lieu de figer les choses et d'imposer à des femmes de s'appeler mon cher confrère ou avocat, point. Alors ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des points de vue sur ce sujet qui ont beaucoup évolué, mais qu'il y a encore des points de vue rétrogrades par choix politique, où des confrères refusent absolument d'appeler des femmes chères consoeurs, en général parce qu'ils ont des opinions politiques bien tranchées, et je veux bien que rien n'ait de rapport avec rien, mais quand même, moi, je vois une petite relation entre la cause et les faits, et voilà, j'ai fini. Alors, justement, vous ne parlez pas de la langue, là, vous parlez de la question protocolaire. La question protocolaire, c'est une question de comportement social. C'est pas une question de grammaire, on ne parle pas du même objet. La question du protocole et du vocatif n'a rien à voir avec la façon dont on emploie le mot avocat, par exemple, justement, enfin bon, il y a des emplois, il y a des emplois où en fait la morphologie correspond à la personne, c'est-à-dire qu'il y a le sémantisme et la morphologie correspondent. C'est dans ces cas-là, pour les humains notamment, où il y a un hiatus entre le fait d'employer le mot pour sa fonction ou pour désigner une personne. C'est là où on peut féminiser, justement. Mais quand on dit « il faut que j'aille chez le dentiste », ça n'empêche pas ce dentiste d'être une femme. Vous n'allez pas dire « je vais aller chez le ou la dentiste ». Soit c'est une personne précise et elle peut être une femme, soit c'est aucune personne. Et à ce moment-là, on emploie la forme non marquée du présent. Mais voilà. Vous êtes quand même très paradoxal parce que vous dites que tout ça dépend des locuteurs. Il se trouve que les locuteurs vous disent qu'ils ont changé les règles et vous dites ah mais non, ça c'est pas une règle. C'est très bizarre. Où les locuteurs sont capables, avec l'histoire, de changer les règles sur base d'intentions qui peuvent parfois être politiques, où ils n'ont pas les règles, où les règles sont immémoriales, mais alors la langue n'aurait jamais bougé. C'est très bizarre. Vous n'employez ni mot règle ni mot langue dans un sens qui est celui. L'usage de avocat au neutre, au féminin ou sa féminisation, elle est l'objet d'une transformation par les locuteurs qui a une signification politique aujourd'hui. Quoi que vous en disiez. Mais bien sûr. Mais voilà. Et donc ça, c'est pas la règle. La langue, elle bouge donc. Mais non, ce sont les comportements sociaux qui bougent. Le fait d'utiliser avocate, c'est une règle ou pas? Ça, justement, c'est le fait d'employer de manière politique. En fait, justement, c'est le fait de polariser. Donc vous le récusez en fait. Vous récusez l'usage du mot avocate en termes de profession. Je ne comprends pas. Françoise, à toi. Ça n'a aucun sens du point de vue de la terminologie. Non, je crois que ce qui a fait beaucoup de mal peut-être à ce juste débat, ça a été certains, je dirais, excès ridicules. Et là, il faut faire attention. Moi, je me souviens, il y a presque une vingtaine d'années, déjà que dans certaines universités américaines, on voulait remplacer le mot de séminaire par ovarium. Bon, tout ça est ridicule, évidemment. Je me souviens, il y a beaucoup moins longtemps, c'est plus près de nous, qu'un hommage devait être rendu à Gisèle Halimi, et on s'est dit non, la personne qui lui rendait hommage dit non, il s'agit d'un fémage, hein, on va pas parler de hommage, etc. etc. Et puisque tout à l'heure
tu évoquais un souvenir personnel. J'étais invité à ça a été la première finalement de ce grand rassemblement féministe qui a été ensuite le 8 mars, qui était organisé par Antoinette Fouque. Et là, c'était dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, et nous étions un certain nombre à la tribune, et Lucie Rigaray parlait et dénonçait déjà le scandale de l'accord du participe passé au masculin quand il y avait deux sujets de genre différents. Et en mauvais élève, dissipé, je me tourne vers ma voisine, et, parce qu'elle proposait, il y avait une proposition, et c'est là où je touche au ridicule, elle disait il faudrait que ça s'accorde une année au masculin, une année au féminin. Et alors je me tourne vers ma voisine, et je ne me rends pas compte que mon micro était ouvert, et je dis ah bah tiens, il y aura des années pères et des années mères. Donc vous voyez que ce qu'il faut stigmatiser, c'est le ridicule. Maintenant, soyons sérieux. D'abord, je suis extrêmement fâchée parce qu'un des exemples que vous avez cité se trouve dans le livre d'une de mes anciennes étudiantes à propos de chez le coiffeur et aux putes, où elle voit dans l'usage du haut une stigmatisation de cette fonction. En fait, elle aurait dû faire attention au fait qu'il s'agissait de deux niveaux de langue différents, puisque on dit aussi, dans un parler populaire, je vais au coiffeur. Hein, et de même que dans un usage un peu plus sophistiqué, un peu plus élevé du langage, on dit aussi je vais, si on y va, chez les putes. Donc de toute façon, l'exemple est très mauvais. Mais il y a juste deux points que je voudrais préciser. En fait, Roland Barthes, et ça m'insupporte qu'on revienne toujours à cette phrase sans la citer dans son intégralité, parce qu'elle nous permet, cette phrase, de revenir à la question des représentations, de l'idéologie et de la politique. Quand dans sa leçon au Collège de France, il dit « la langue est fasciste », Dieu sait si on le lui a reproché, c'est vrai que c'était l'époque où on employait fasciste à toutes les sauces, mais peu importe. On oublie de dire non, parce qu'elle interdit de dire, mais parce qu'elle oblige à dire. C'est-à-dire que la langue est une structure qui structure nos systèmes de représentation. Et c'est là sa dimension idéologique et politique sur lesquelles la société peut agir. Et c'est de cela dont il parlait, et uniquement de cela. Alors, dernier point, tu as eu raison de rappeler, mais ça c'était l'époque, cette phrase de Kant, que l'on ne va pas garder comme ce qui est le meilleur de son apport à la philosophie des Lumières. Mais le problème est le suivant, et là je touche à cette question qu'on n'a peut-être pas assez développée de la cancel culture. Faut-il pour autant, parce que les radicaux de la cancel culture diraient ben, on jette tout Kant. Est-ce qu'il faut déboulonner Kant parce qu'il y a cette appréciation qu'il faut replacer dans un contexte, c'est peut-être pas glorieux, mais il n'était pas le seul. Hein, bon. Donc, on touche là au problème que nous avons rencontré aussi en France. Faut-il déboulonner de l'espace public tous les bustes de Colbert parce qu'il a rédigé le Code noir, etc., etc. Donc la cancel culture est quelque chose de grave. Et de grave, c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec l'interprétation faite autour du poème de Ronsard. Elle ne conserve pas les choses. Ronsard n'est pas conservé par cela. Au contraire, ce que voulaient les étudiants du programme qui passait à l'agrégation, c'est qu'on ne parle plus jamais de Ronsard. C'est qu'on l'efface. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais, ce qui se passait en Union soviétique. Tout d'un coup, hein, il y en avait un qui disparaissait du balcon d'où l'on s'assoit. Bon, donc, c'est un effacement de la mémoire, un effacement de notre passé. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus grave qui puisse arriver à une société et à un pays.
Merci. Jean-Louis, vous voulez... Merci, on va conclure sur ces paroles réconciliatrices, si je puis dire. Merci de votre attention, c'était une très belle après-midi. Merci aux intervenants, c'était passionnant. Et merci à Jacques Serrano. Et la suite...